le plan d'affaires. Les gens me demandent, est-ce qu'on doit faire un plan d'affaires dans tous les cas? Non, ce n'est pas dans tous les cas. Mais j'aimerais entendre parler, qu'est-ce que contient un plan d'affaires? Alors, je m'explique. Première chose qu'il faut réfléchir quand on regarde le plan d'affaires, c'est de comprendre son sens, sa définition. Donc, le plan d'affaires, c'est une planification d'affaires. L'objectif, c'est de faire votre PODC. Planifier, organiser, diriger, contrôler. Donc, on doit planifier les choses qui entourent votre projet d'affaires. Donc, quand on planifie les choses, on planifie aller chercher du financement, on planifie notre stratégie commerciale, on planifie quels réseaux sociaux on va utiliser en priorité pour être en mesure de se faire connaître. Donc, une planification de ça. Qu'est-ce qu'on fait? Après, on organise. On organise nos rencontres. Quand on parle d'organiser, l'exemple commercial, c'est est-ce que vous allez avoir un site web informationnel? Est-ce que vous allez avoir un site web transactionnel? Et là, l'organisation de ces éléments-là va faire en sorte que vous allez établir des actions commerciales à faire, mais il faut organiser tout ça. Quand on parle de diriger, il faut être capable de diriger nos efforts à la bonne place. Si vous voulez avoir un site transactionnel, ben, vous allez communiquer avec des entreprises qui font des sites transactionnels pour ne pas perdre votre temps avec toutes sortes d'entreprises. Puis c'est quoi votre budget pour faire votre site web? Qu'est-ce que vous allez faire au niveau commercial? Et à la fin, au niveau de contrôler, quand vous allez faire vos projections financières, il faut être capable de contrôler votre fonds de roulement, contrôler le financement, mais le financement avec votre point mort pour ne pas aller au-delà de ce que vous avez besoin. Donc, planifier, organiser, diriger, contrôler, qui entourent les éléments qui font votre planification d'affaires. Ceci étant dit, pourquoi on fait un plan d'affaires? On vient de le définir, on fait une planification d'affaires. Ce n'est pas toujours utile pour tout le monde, le plan d'affaires. Le plan d'affaires est utile pour une entreprise en démarrage. Parce que le plan d'affaires, c'est le document le plus complet. Donc, il faut le voir comme un checkpoint pour s'assurer, est-ce qu'on a touché à tous les volets pour être en mesure de faire votre projet en ayant le moins d'embûches possible, le moins d'irritants possible. L'autre élément, c'est à l'achat d'une entreprise. Vous achetez une entreprise, ça vous prend du financement, on va vous demander le plan d'affaires. Par la suite, vous avez aussi l'ouverture d'une usine sur un nouveau territoire. Si vous ouvrez une usine dans un nouveau territoire, là, à ce moment-là, souvent, on va vous demander un plan d'affaires. Et le dernier, pour un projet de relève. Donc, dans un élément de projet de relève, on va vous demander de faire le plan d'affaires. Ce sont 4 éléments qu'il faut retenir qui sont essentiels, OK, et qui sont essentiels et qui vous demandent de faire un plan d'affaires. Si c'est autre chose que ça, il existe d'autres documents. Si vous voulez, sur mon site Web, vous avez une formation qui vous explique les différents types de plans. Plan d'affaires. Je vous parle d'un plan d'affaires standard. OK? Évidemment, il y a un sommaire exécutif. Le sommaire exécutif, en principe, c'est votre stratégie. Le meilleur moment pour le faire, c'est à la fin de votre plan d'affaires. C'est comme un résumé. Donc, on ne commence pas un document en faisant un résumé. On le fait quand le document est terminé. On exécute notre sommaire exécutif qui résume l'ensemble de votre projet d'affaires. Ce n'est pas un roman, sommaire exécutif, une page maximum. Des fois, ça peut être une page et demie, mais en principe, ça ne devrait pas être très, très long. Une conclusion, un résumé, c'est quelque chose de très court. La première section, c'est de l'origine de l'idée d'affaires. L'origine de l'idée d'affaires, c'est où est venue votre idée et aussi quel est votre historique entrepreneurial. Donc, si vous êtes né dans un milieu familial où les gens sont à leur compte, il faut en parler. Donc, les banques savent que quelqu'un qui est dans un milieu entrepreneurial a 50% plus de chances de réussir que quelqu'un qui ne l'a pas. Moi, je n'ai pas de famille entrepreneuriale, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de le faire. Mais ce qui est important, c'est de le signaler si vous êtes né dans une famille où vos parents, vos frères, vos sœurs sont des entrepreneurs.
L'autre élément que je dis souvent, c'est quand on parle de l'origine de l'idée d'affaires, pour les personnes issues de l'immigration, je leur dis, si vous traversez l'océan, ce n'est pas vrai que vous n'avez plus de compétences. On n'est pas au ministère de l'Immigration. Donc, vos compétences que vous avez acquises dans d'autres pays, c'est important d'en parler. Donc, vous avez travaillé à Dubaï, vous avez géré 60 employés, c'est sûr qu'il faut en parler dans votre origine de l'idée d'affaires. Donc, si vous avez des compétences que vous avez acquises à l'étranger, il faut en parler. J'ai déjà eu une étudiante qui me dit, je pars une épicerie africaine dans Pierrefonds. Elle n'a pas fait mention qu'elle avait déjà une entreprise, une épicerie africaine au Togo. Donc, il fallait absolument en parler, qu'elle a déjà l'expérience avec des fournisseurs, l'achat des fournisseurs, la caisse, la gestion des inventaires, etc. Ce n'est pas parce qu'on traverse l'océan qu'on n'a plus de compétences. Très, très, très important de ne pas oublier ce que je viens de vous dire. Deuxième élément, c'est la description du projet. C'est quoi votre projet? Donc, à cet élément-là, ça peut être un peu plus long pour les entreprises technologiques. Quand on est dans une entreprise informatique ou technologique, c'est normal d'avoir un peu plus de pages pour en parler. Des fois, ça peut aller à 2, 3 pages faciles pour que le lecteur puisse comprendre votre projet d'affaires. Donc, description du projet. Si c'est un restaurant, vous n'avez pas besoin d'un roman, vous avez besoin d'une demi-page maximum pour un restaurant. Mais pour une entreprise technologique, évidemment, vous allez avoir un peu plus de documents pour expliquer les choses. Et si, mettons, vous êtes dans une situation que votre technologie est vraiment innovante, ajoutez-y une définition. C'est quoi votre projet? Okay? C'est possible à ce moment-là, dans votre description de projet, d'écrire une définition aussi. Le standard, vous avez la mission, vision, valeur, qui est bien important d'en parler. Et je vais avoir un atelier là-dessus sur mission, vision, valeur. N'oubliez pas, mission, c'est devrait être très court, 2 phrases maximum. La vision, c'est plus la tête et comment vous allez voir dans le futur. Puis les valeurs, c'est les valeurs sociales, les valeurs démocratiques que vous avez. Ensuite de ça, vous avez les objectifs du projet. Très important de parler des objectifs du projet, mais comme le sommaire exécutif, moi, je vous recommande de le faire plutôt à la fin. Quand vous avez terminé votre plan d'affaires, beaucoup plus facile d'arriver avec des objectifs du projet à ajouter. Après ça, vous allez parler des aspects juridiques et légaux. Donc, l'élément, est-ce que vous êtes une entreprise incorporée? Est-ce que vous êtes une société en nom collectif? Est-ce que vous êtes un travailleur autonome, donc entreprise individuelle? C'est important de montrer cette caractéristique-là sur les aspects juridiques. Deuxième section d'un plan d'affaires, c'est de présentation de chacun des promoteurs, donc de l'équipe, OK? Ou de vous-même si vous êtes seul. Donc, c'est important de parler de façon la plus humaine possible. C'est la seule section la plus humaine du plan d'affaires. Donc, mettez-vous en évidence, montrez vos capacités, votre expérience et compétences en gestion. Si vous avez géré du personnel, si vous avez formé du personnel, si vous avez fait des inventaires, même si c'est dans un autre corps de travail complètement, il faut en parler. Souvent, les gens, quand ils me voient, puis ils disent, écoute, le plan d'affaires, j'ai géré des employés dans la crèmerie, il y avait 5, 6 employés, je m'occupais de la formation. Ce n'est pas parce que vous partez une entreprise technologique que vos compétences en communication, en gestion, ils ne sont plus là. Donc, n'oubliez pas, expérience et compétences en gestion, ils sont transférables d'une entreprise à l'autre. Description des rôles et responsabilités des actionnaires. Donc, c'est important de voir les rôles et responsabilités de chacun des actionnaires pour voir qui est responsable de quoi. Structure de propriété, présentation de part de chacun. Okay? C'est important de savoir qui est actionnaire puis à quel pourcentage. Des fois, on va vous demander de mettre en annexe votre convention d'actionnaire. Par la suite, vous avez vos contacts d'affaires pertinents, les coachs ou mentors. Donc, souvent, les banques vont vous dire, écoute, moi, je ne veux pas te prêter parce que c'est la première fois que tu te lances en affaires, donc j'ai une certaine inquiétude. Si vous avez un consultant qui vous épaule dans la rédaction, puis dans votre élaboration de votre plan de lancement de votre projet, ben à ce moment-là, il faut en faire mention que vous êtes accompagné.
La section 3, qui est l'analyse de marché. Pour plusieurs, c'est un casse-tête. L'important, c'est d'avoir l'esprit d'entonnoir. Donc, vous avez l'analyse de marché, vous allez avoir la commercialisation qui suit les résultats de votre analyse de marché et pour avoir aussi votre canal de vente qui est, à la fin, votre stratégie de vente. Donc, mieux vous avez une analyse de marché bien faite, plus vos canaux de vente vont être plus faciles à cibler et à communiquer. Première chose qu'il faut parler dans l'analyse de marché, c'est la présentation du secteur d'activité, le code SIA, le code d'activité pan-américain. Donc, présentation du secteur d'activité, vous êtes capable, avec le code SIA, d'avoir un rapport sur la performance financière qui est accessible au gouvernement fédéral, qui vous donne le pourcentage d'entreprises rentables, combien j'ai d'entreprises au Canada, puis combien j'ai d'entreprises au Québec. C'est les premières choses que vous devez énumérer. Est-ce que j'ai 3000 compétiteurs ou j'en ai 150? Donc, c'est important d'aller chercher cette information-là sur votre secteur d'activité relié au quotidien. Par la suite, vous avez l'évolution et tendance. Donc, quand vous êtes dans l'évolution et tendance, des fois, il faut aller un peu dans l'histoire. Des fois, on part il y a 5, 6 ans, comment c'était, pour expliquer où on est rendu aujourd'hui. Souvent, on va peut-être partir de la pandémie, qui a été un changement vraiment important dans la société. Vous allez partir peut-être depuis la pandémie. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont vu le jour dans tel ou tel secteur d'activité. Donc, expliquer l'évolution et tendance, c'est que des fois, il faut aller un petit peu plus en arrière pour que le lecteur puisse comprendre où vous en êtes aujourd'hui. Troisième élément bien important, j'ai aussi un atelier là-dessus, c'est le PESTEL. OK? Le PESTEL, c'est quoi? Le politique, l'économique, le social, le technologique, l'environnemental et le légal. Beaucoup de monde disent, écoute, Daniel, le PESTEL, c'est-tu vraiment utile? Oui, c'est utile. Pourquoi? Vous êtes en train d'évaluer les facteurs externes de l'entreprise qui pourraient avoir une influence sur votre projet d'affaires. Exemple, vous démarrez un restaurant, ben, le côté politique, comment il peut influencer? Ben, s'il y a une autre pandémie, ça se peut que les politiciens disent, écoute, toi, tu vas te fermer ou tu vas juste prendre un take-out. Donc, il faut évaluer les forces et faiblesses de l'environnement externe pouvant influencer mon entreprise. L'autre exemple, économique, l'inflation. Vous êtes en situation inflationniste présentement qui est à l'aube peut-être d'une récession. Le côté économique a une importance sur votre projet d'affaires aujourd'hui en 2023. Donc, le côté économique. Le côté social, est-ce que vous avez un élément social? Est-ce que vous respectez l'environnement, les valeurs environnementales, le recyclage, etc.? Le technologique, l'environnemental et le légal, mais j'ai un autre atelier là-dessus. Donc, c'est important d'évaluer les facteurs externes dans votre entreprise qui pourraient avoir de façon opportunité ou menace de votre entreprise qui pourraient avoir un impact avec votre projet. L'autre élément, c'est la concurrence. Donc, 4 éléments importants au niveau de la concurrence. OK? Si vous lisez plusieurs documents, ils vont vous parler de 3 concurrents, qui est direct, des concurrents directs, des concurrents indirects et substituts. Après mes plusieurs années au gouvernement du Québec, je vous ajoute les concurrents latents. Donc, c'est quoi des concurrents latents? Ce sont des entreprises, souvent, c'est des entreprises technologiques où ils vont voir, vous allez démarrer votre projet technologique sur des applications informatiques, sur des applications sur votre téléphone, etc. Et souvent, les gros joueurs vont vous regarder aller. Et lorsqu'ils voient que vous êtes capable de faire un chiffre d'affaires 2, 3, 4 millions, ce qu'ils font, ah, regardons ça, il y a une application intéressante. Parfait, je vais mettre 30 programmeurs là-dessus pour partir un produit comme le vôtre pour que vous puissiez sortir du marché. Puis souvent, les grosses entreprises vont démarrer avec un produit beaucoup moins cher le temps que vous puissiez mourir, comme on dit. Donc, concurrence latente, très important d'être conscient de ça. Et c'est pour ça que les entreprises, souvent informatiques, on vous dit de démarrer votre projet le plus rapidement possible, le temps d'avoir une force économique importante. Avantage concurrentiel. Un coup que vous avez fait le PESTEL et vous avez vu les concurrents, quand vous analysez les concurrents,
L'important, ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas dire j'ai 4 concurrents, 5 concurrents, etc. C'est d'évaluer le milieu concurrentiel. Est-ce que les gens utilisent un site web? Est-ce que les gens sont actifs sur Instagram? Est-ce qu'ils sont actifs sur TikTok? Est-ce qu'ils font telle ou telle chose? Et vos concurrents sont-ils internationaux? Donc, il faut être en mesure de faire une analyse de la concurrence qui vous permet de cibler des éléments d'avantage concurrentiel. Donc, vous analysez votre concurrent et non une énumération simple. Donc, vous êtes en mesure de voir c'est quoi vos avantages concurrentiels en fonction souvent des faiblesses des concurrences ou de l'absence des concurrences. On continue l'entonnoir. Par la suite, vous avez une clientèle cible, donc les segments de marché. Par la suite, vous avez vos segments de marché. Dans le domaine des réseaux sociaux, on vous parle du persona. Il faut être capable de déterminer vos personas, votre clientèle cible, vos segments de clients. Parce que plus vous segmentez, plus vous êtes capable de pondre et d'écrire et d'initier une démarche correspondant à votre segment. Donc, chaque segment A, lui, il va être plus jeune, donc plus TikTok. Le segment plus vieux, ben, il va peut-être sur YouTube. Le segment plus vieux va peut-être avoir plus d'éléments traditionnels. Vous allez être dans une exposition au Palais des Congrès de Montréal. Vous allez peut-être être plus dans une exposition XYZ. Donc, segment de client, stratégie, c'est quoi le besoin? Le client, il est où? Il faut être sur son chemin. Par la suite, dans l'analyse de marché, c'est quel territoire viser? Souvent, ils me disent, écoute, je vais avoir le territoire canadien. Donc, c'est trop gros. Donc, territoire, ça veut dire vos efforts. Vous allez concentrer vos efforts où? Pour déployer la connaissance de votre entreprise auprès de vos clients. Donc, vous allez mettre vos efforts où? Bon, vous mettez vos efforts sur le marché du Grand Montréal. C'est déjà pas mal. OK? Donc, territoire visé, ça peut être Longueuil, ça peut être Laval, ça peut être le territoire métropolitain de Montréal. Mais souvent, n'allez pas dire, moi, je veux avoir le Canada, je veux avoir le milieu international, etc. On ne dira pas non si vous avez un contrat en Ontario ou un contrat à New York. Le territoire visé, c'est-à-dire vos efforts à court terme, vous allez les mettre où? OK? Par la suite, vous avez le calcul du marché potentiel. Le calcul du marché potentiel est possible d'écrire pour certains secteurs. D'autres secteurs, c'est très difficile de calculer le marché potentiel. Quand vous êtes dans un projet d'innovation, vous n'avez pas beaucoup de statistiques, c'est possible que vous n'arriviez pas à calculer un marché potentiel. Donc, des fois, cet item-là, ben, il saute. OK? Donc, à travers ça, le calcul du marché potentiel, pas tous les secteurs d'activité que vous êtes capable d'aller chercher ce chiffre-là. Toujours l'entonnoir, OK? L'entonnoir de vente. Vous, après avoir fait votre analyse, si votre analyse de marché, elle est bien faite, vous êtes capable de savoir c'est quoi votre présence, votre positionnement. Mon positionnement est en fonction de mon segment de marché. Donc, la présence sur le web, est-ce que vous allez avoir un site transactionnel ou non? Si vous avez bien analysé vos concurrents, vous êtes en mesure de savoir est-ce que mon site devrait être transactionnel ou non? Donc, suite à l'analyse, vous êtes dans l'action. Donc, la section 4, qui est le plan commercial, c'est un plan d'action. Donc, l'analyse vous emmène vers l'action. Donc, présent sur le web, est-ce que vous allez avoir un site web ou non? OK? Une page Facebook, ce n'est pas un site web. Une page Facebook d'entreprise, c'est une page Facebook d'entreprise. Ce n'est pas un site web. OK? Si votre segment a besoin de voir vos choses sur Facebook, si vous vendez des plantes aux gens, ben peut-être qu'avoir une page entreprise Facebook est suffisant. Mais si vous êtes une entreprise technologique qui fait du B2B, ça va vous prendre un site web. Par la suite, vous avez la stratégie traditionnelle, que j'appelle. La stratégie traditionnelle, c'est d'avoir votre logo. Il faut y penser. Est-ce que vous allez avoir des cartes d'affaires? On est en 2023, 2024, 2025. La carte d'affaires, là, on peut toujours rencontrer quelqu'un n'importe où. Vous allez chez des amis, puis là, vous parlez d'affaires, c'est un client potentiel, sortez votre carte. Ça m'arrive très souvent où je vais dans une rencontre un soir sur une exposition, on parle, on jase, et je donne ma carte.
Donc, toujours avoir une carte d'affaires dans votre portefeuille pour des gens que vous allez rencontrer de façon par hasard. Les salons. Est-ce que vous participez à des salons ou des expositions? À Saint-Jean-sur-Richelieu, on appelle ça le marché de Noël. Donc, tous ceux qui sont dans les business du consumer ont un marché de Noël. Il peut y avoir un salon de travailleurs autonomes également. Est-ce que vous allez participer à ces salons-là ou à ces expositions-là? Donc, on appelle ça la stratégie traditionnelle. Est-ce que vous allez participer également à des activités dans les chambres de commerce? Donc, anciennement, ça existait et ça existe toujours encore aujourd'hui. Mais est-ce que vous allez en faire? Le but, c'est de savoir est-ce que vos clients, ils sont là ou pas là. Si vos clients sont là, il faut être là. Si vos clients ne sont pas là, sont ailleurs, sont sur les réseaux sociaux, ben, peut-être pas dépenser de l'argent dans une exposition qui vous coûterait cher. Par la suite, vous devez avoir une stratégie sur chacun des réseaux sociaux. Trop souvent, quand je vois des plans d'affaires, les gens disent ben, je vais être actif sur les réseaux sociaux. Vous savez que toutes les entreprises dans le monde écriraient ça aujourd'hui. Le but, c'est de savoir le comment et les efforts, vous allez mettre où. Les efforts majoritaires, est-ce que vous allez les mettre dans Facebook ou dans TikTok? C'est possible que ce soit TikTok. Mais il faut expliquer ce que vous allez faire. Sur Facebook, est-ce que vous allez montrer des images? Est-ce que vous allez faire des vidéos? Puis combien de fois par semaine vous avez publié? Est-ce que vous allez publier par jour, par semaine, par mois? OK? Encore là, quand on parle de réseaux sociaux, on parle aussi des réseaux. Est-ce que vous allez envoyer des courriels via MailChimp ou CyberImpact? Donc, la stratégie de communication vous permet euh, d'arriver avec quelque chose de stratégique. OK? Si vous voulez mieux comprendre cet élément stratégique-là, vous pouvez prendre le canevas du modèle d'affaires et la proposition de valeur. Ça va beaucoup vous aider pour cibler vos actions pour être en mesure d'avoir votre canal de vente. Par la suite, la stratégie de prix. Quand on parle de stratégie de prix, il faut penser au rabais, il faut penser aux spéciaux, il faut penser à ce que je vais offrir des abonnements. Donc, la stratégie de prix, ce n'est pas juste le prix. C'est le prix et de voir une stratégie de vente. Donc, quelle est votre stratégie de vente? Est-ce que vous allez offrir des rabais sur certaines périodes de l'année? C'est quoi les spéciaux? Donc, il ne faut pas y faire une énumération simple et bête au niveau du prix, mais plutôt avoir une stratégie de prix qui vous permet de réaliser un prix intéressant par rapport aux ventes que vous voulez faire. La stratégie de vente. Est-ce que dans votre stratégie de vente, vous allez faire affaire avec des partenaires, des sous-traitants ou des intermédiaires? Encore là, le canevas du modèle d'affaires peut vous aider à cibler votre stratégie avec soit des partenaires, soit des sous-traitants, soit un intermédiaire qui peut être un distributeur. Vous pouvez passer par un distributeur. Donc, il y a toutes les autres stratégies que vous allez mettre en place. Souvent, les autres stratégies, c'est quelque chose que vous ne voyez pas beaucoup dans le marché, mais qui sont valorisantes pour vous. Donc, est-ce que vous allez passer par des influenceurs? Influenceurs, c'est dispendieux. Il faut le justifier. Il faut savoir combien on veut mettre pour des influenceurs. Ou passer, comme je vous disais, par des chambres de commerce. Dans votre plan d'action commerciale, dans votre positionnement commercial, on va vous demander un plan, un tableau des dépenses de commercialisation par mois ou par trimestre, comme vous voyez à l'écran, par trimestre pour savoir ce seront quoi vos investissements au niveau commercial. Parce que si vous faites affaire avec un influenceur, ça peut vous coûter jusqu'à 3, 4, 5 000 facile par mois pour avoir des influenceurs. Mais il faut le justifier. Donc, vous devez faire un tableau sur un minimum de 2 ans sur vos dépenses commerciales. Ce n'est pas un budget, c'est pas un budget de caisse, c'est votre budget de commercialisation. Donc, ce n'est pas des hypothèses, ce sont un budget. On prévoit un budget en vue des dépenses qu'on va faire. Plusieurs fois, les gens disent, mais je ne sais pas combien. Tu ne sais pas combien, donc écoute, mets 30 000 Ben non, ben c'est ça. Vas-y avec un budget. Quel budget tu penses être capable
d'avoir pour te donner des meilleurs résultats possibles et d'avoir un taux de conversion, ton taux de conversion le plus intéressant. Tableau sur 2 ans, souvent c'est finançable. Aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, on ne finançait pas beaucoup les fonds de roulement. Aujourd'hui, on finance beaucoup les fonds de roulement parce que les dépenses de commercialisation ont explosé. Il y a une dizaine d'années, on voyait les budgets commerciaux à 5, 6, 7, 8. Aujourd'hui, ça peut être à 20 25 votre budget commercial. Donc, ça a doublé et triplé, mais ça donne des résultats différents. Donc, il faut le justifier. Section 5, l'exploitation. Vous allez exploiter votre entreprise de quelle façon? Donc, présentation des 5 fonctions et des tâches de gestion. Ce sont quoi les tâches que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire du recherche et développement? C'est quoi votre stratégie d'innovation? Est-ce que vous allez avoir des crédits d'impôt, recherche et développement, du design à faire? Donc, tout ça entourant vos actions sur l'administration, la production, le marketing, les ressources humaines et sur la comptabilité. Donc, vous analysez les 5 fonctions, la stratégie d'innovation, votre capacité de production. Donc, il faut expliquer souvent votre processus de production et votre capacité à recevoir des dossiers. Donc, un restaurant à 30 places, ben, il n'y aura pas les objectifs financiers qu'un restaurant à 50 places ou un restaurant à 10 places. Donc, si vous êtes seul dans l'entreprise, vous allez avoir une capacité maximale à obtenir des résultats. Okay? Après ça, c'est quoi les équipements? Quelle sorte d'équipement vous avez besoin? Quelle sorte d'équipement? Quelle sorte d'installation vous allez faire? Est-ce que vous allez vous installer dans un, dans un local? Est-ce que vous allez vous installer dans votre sous-sol chez vous? Donc, c'est important d'expliquer votre lieu de travail, vos équipements que vous allez avoir. L'autre élément, c'est les ressources humaines et le processus de recrutement. On est en situation de pénurie de main-d'œuvre. Il faut expliquer c'est quoi vos ressources humaines. C'est-à-dire, vous allez peut-être créer 2, 3 emplois. Souvent, il ne faut pas l'oublier. Puis c'est quoi votre processus pour recruter votre personnel et d'avoir de la rétention de votre personnel pour pas qu'il se promène à tous les mois, 3 mois, vous êtes toujours en processus de recrutement. Il faut avoir des politiques pour de la rétention de vos employés. Les fournisseurs, liste de fournisseurs. Donc, si vous n'avez qu'un seul fournisseur qui est en Chine, la banque va dire j'ai un petit doute. Mais vous devez en avoir un plan B. Vous devez expliquer votre plan B. Donc, fournisseurs, liste des fournisseurs, liste des équipements que vous avez besoin. Très important de parler de ça. Le plan d'aménagement. Évidemment, si vous êtes dans votre sous-sol, vous n'avez pas besoin vraiment d'avoir un plan d'aménagement dans votre plan d'affaires. Mais si vous avez pignon sur rue, si vous avez un local avec 5, 6, 7 employés, c'est important d'expliquer le plan d'aménagement pour que la banque puisse voir est-ce que vous avez pris un local 2 fois, 3 fois, 4 fois plus grand que ce que vous avez besoin, qui va vous coûter cher, ou vous dites, moi, je vais être dans un local de coworking, donc je vais louer un local. Donc, c'est important de parler de votre environnement de travail au niveau de vos opérations. Couverture d'assurance. Souvent, les gens oublient de parler de ça, donc il faut savoir que vous devez avoir une assurance pour les gens pour les clients qui rentrent chez vous. Surtout que les clients rentrent chez vous, vous êtes dans un commerce de détail, ça va vous prendre une assurance responsabilité pour les gens qui vont se blesser, mettons, dans votre commerce. C'est important de parler des assurances. J'ai déjà vu des clients qui avaient oublié de parler de ça. Et la banque, lorsque c'était le temps de signer, on dit, ben, nous autres, il nous reste ça, là, je suis prêt à vous donner un demi-million, mais ça me prend les assurances-là. Oups, je n'ai pas pensé à ça. Oh, OK. Là, ça y prend 3 semaines, un mois pour trouver une bonne compagnie d'assurance avec un prix abordable pour être en mesure d'avoir l'argent. Donc, couverture d'assurance, très important. Dernière section, présentation des prévisions financières. Donc, dans les présentations des prévisions financières, j'ai vu des gens exposer ça sur 7, 8, 9, 10 ans. OK? Donc, c'est beau, c'est correct. Mais ce qu'on a besoin de voir, c'est la banque, on a besoin de voir une rentabilité à plus court terme. Donc, pour voir si l'investissement qu'ils vont faire à court terme va vous donner des résultats pour être capable de rembourser sur 3 ou 5 ans le prêt que vous allez obtenir. Donc, dans la présentation de prévision financière, il faut voir la présentation du point mort.
Trop souvent, je vois des fichiers de prévision financière, on ne voit pas le point mort. Donc, vous allez être obligé, si vous n'avez pas de point mort, de l'expliquer c'est quoi votre point mort et c'est quel mois vous allez commencer à être rentable. Donc, pour certains, quand est-ce que vous allez commencer à être rentable? Des fois, ça va prendre 5, 6, 7, 8 mois. Ça peut prendre 11 mois, ça va prendre 12 mois. Et j'ai déjà eu une entreprise dans le domaine hydroélectrique, ça prend 4 ans avant d'être rentable. OK? Donc, un fournisseur, distributeur dans le domaine hydroélectrique ou dans l'aéronautique peut prendre 4, 5, 6 ans avant d'avoir de la rentabilité. Donc, les investissements sont importants. Point mort, très important de le voir, à quel mois vous prévoyez avoir de la rentabilité. Présentation des analyses de risque. Quelles sont les analyses de risque? Est-ce que c'est une analyse de marché, une analyse de risque financier, etc.? Il faut être capable de présenter vos plans B, vos différents plans B dans votre projet. Exemple, si on vous alloue une aide financière dans un organisme local, puis au lieu de vous donner le 50 000 que vous avez demandé, on vous donne seulement 20 000, bien, quels sont les éléments que vous allez réduire dans vos dépenses pour être capable de vivre avec le juste de 20 000 qu'on vous demande? Donc, présentation des analyses de risque, présentation des analyses de plan B, si on veut. Présentation des besoins de fonds de roulement. Très important de présenter les éléments de fonds de roulement. Comme je vous ai dit, vous avez souvent les éléments commerciaux qui représentent une bonne partie de votre besoin de fonds de roulement, mais vous avez l'ensemble de vos opérations, achat de fournisseurs, achat de matières premières. J'ai déjà des clients qui étaient en forte expansion et rapidement, on dit, on n'arrive même pas à payer nos matières premières alors que nos clients, présentement, ils en veulent des produits. Donc, il y avait un déséquilibre. Donc, c'est important de comprendre que votre besoin de fonds de roulement est probablement plus gros si vous avez de l'achat de matières premières et que ça prend 2 mois avant de les recevoir. Donc, besoin de fonds de roulement, des éléments commerciaux, des dépenses peut-être pour des employés, des dépenses au niveau de l'achat de matières premières. Présentation des prévisions financières sur un minimum de 2 années. Souvent, on va vous présenter ça sur un minimum de 2 années. Sauf le petit truc que je vous donne, c'est que si vous êtes en opération, vous demandez un financement pour octobre, mais vous devez faire des améliorations locatives, vous devez prévoir un local, l'aménagement de votre local qui va prendre 3, 4 mois, ben à ce moment-là, vous pouvez aller avec un 2 ans et demi de présentation de prévision financière, parce que vous allez être 4, 5, 6, 6 mois, 7 mois sans entrée d'argent. Donc, des fois, ça peut prendre un an si vous construisez une bâtisse. Souvent, j'ai eu des choses comme ça. Je présentais 3 ans, mais la première année, je n'avais que des dépenses, pas de revenus. Pourquoi? Je paye des contracteurs, je paye des architectes, etc., pour être en mesure de construire ma bâtisse avant de commencer les ventes. Donc, des fois, 2 ans, faire une troisième année, c'est plus facile qu'on le pense parce que vous avez quelques mois avant de recevoir les premières ventes. Après ça, un montage financier et source de financement. Vous devez présenter votre montage financier et les sources de financement pour réaliser votre projet. La section 6. Donc, ça, c'est toutes les 6 sections importantes par rapport à votre plan d'affaires. Et on termine toujours avec un calendrier de travail. C'est quoi votre calendrier de travail? Quelles sont vos échéances par rapport à votre travail qui se répètent dans l'objectif de l'entreprise, qui se répète dans section 1. Donc, vous terminez avec le sommaire exécutif qui est au début. Donc, vous allez voir, quand vous écrivez votre plan d'affaires, vous allez voir à la fin, très, très facile, vous allez voir c'est quoi votre stratégie, c'est quoi votre avantage concurrentiel. Vous l'avez travaillé pendant quelques heures et à ce moment-là, vous êtes capable de faire votre sommaire exécutif. L'autre chose aussi qu'on me demande souvent, un plan d'affaires, c'est toujours en changement. Je vais vous dire non. Inscrire une date de la réalisation du projet, la date de votre projet d'affaires. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un projet que les banquiers ont demandé de changer. On ne change pas notre plan d'affaires. On fait un addenda. Donc, si, mettons, vous déposez un plan d'affaires en septembre, la banque vous demande ci, vous demande ça, etc. Puis là, tout bonnement, on arrive au mois de novembre, décembre, puis il y a des choses qui ont changé. Ne changez pas votre plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est comme un plan de vol d'un avion.
Quand on fait un plan de vol d'un avion, on prévoit telle distance, arriver à Acapulco, mettons, à telle heure ou au Mexique à telle heure. Donc, le plan de départ ne change pas. C'est en cours de route, s'il y a des tempêtes, il y a une pluie, etc. En ce moment-là, il y a des changements en cours de route. Donc, c'est normal. Ne touchez pas au plan d'affaires lorsque vous avez mis une date. Proposez un addenda, modifiez vos prévisions financières sans changer votre prévision financière du départ. Ça va juste être positif. Pourquoi? Parce que la banque va voir qu'il il ne reste pas les mains croisées chez lui. Ah, il y a du mouvement. Ah, il a augmenté ses dépenses. Ah, il a déjà avancé des fonds. Oups, il a déjà avancé ses fonds. Il y a du mouvement. Présenter une autre prévision financière en fonction des éléments qui ont changé, c'est avantageux. Emmenez toujours un addenda. Essayez pas de toujours mettre à jour votre plan d'affaires. Après plusieurs années au gouvernement provincial, j'ai rarement eu un plan d'affaires avec une date, la date de dépôt au gouvernement. J'avais souvent des plans d'affaires qui dataient de 2, 3 ans. Et c'est quoi qu'on demandait? Fais-moi un plan avec tes modifications, ta stratégie de développement de marché, et c'était suffisant. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà le plan d'affaires d'un an ou deux, et souvent, ça va mieux, parce que l'entreprise est déjà en expansion. Donc, il n'est pas nécessaire de refaire le plan d'affaires, mais plutôt d'y inclure des addendas au besoin. Compléter une annexe, évidemment, compléter une annexe avec votre curriculum vitae, votre dossier de crédit. Le dossier de crédit, très avantageux, je mets toujours ça en annexe. Pourquoi? C'est que si vous n'avez pas la cote de crédit voulue, le banquier va vous le dire rapidement, je ne prends pas de prêt en bas de 550. Donc, vous avez votre dossier de crédit, vous ne faites pas perdre le temps au banquier, vous ne faites pas perdre votre temps à vous. Il vous le dit instantanément, ben, je ne prends pas 550, ça me prend 600. Mettons de cote. C'est un exemple que je donne. Mais votre dossier de crédit, ça vous permet rapidement au banquier de voir votre structure financière. Les réponses à un sondage, si vous avez fait un sondage, donc des données primaires au niveau de l'analyse de marché, ou à tout autre document pertinent, euh, votre bilan personnel, exemple. Donc, ce sont des choses à mettre en annexe. Grosso modo, ce sont les éléments entourant un plan d'affaires. Dans les prochaines semaines, je vais vous présenter des volets plus particuliers sur l'analyse de marché, sur la commercialisation, etc. Mais le plan d'affaires, c'est que j'ai beaucoup de questions là-dessus et ce sont les éléments entourant le plan d'affaires. Si vous voulez avoir plus d'informations, écrivez-moi sur mon site web agclarouche.com et à ce moment-là, je pourrais vous envoyer des documents qui vous aideraient à monter votre plan d'affaires. Et aussi, j'ai des manuels qui vous exposent chacune des sections d'un plan d'affaires. À la demande, envoyez-moi de l'information et à ce moment-là, on gardera contact ensemble. Merci.